C'est quoi? Mais attends, en fait, tu vois, c'est Héraclès qui bute le lion de Némée. C'est Héraclès, tu connais en latin Hercule, non? Avec Disney. En fait, c'est genre un méga gros bourrin, Héraclès, parce que par exemple, tu vois, quand il était ado, il a buté son prof de chant juste parce que ça le saoulait. Tranquille. Mais genre des lions en Grèce? C'est n'importe quoi ça. Alors si, en fait, il y avait vraiment des lions en Grèce antique, mais on a oublié, et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Mais c'est génial! Les écosystèmes actuels se dégradent, l'atmosphère se réchauffe, les espèces disparaissent et il est important de préserver les quelques poches de nature véritables qu'il nous reste. Mais, et si ces poches de nature, aussi riches qu'elles soient, n'étaient que l'ombre de ce qu'elles ont été autrefois? Et si nous avions oublié à quel point elles ont été riches? Voici une expérience de pensée. Imaginons que l'on ramène un habitant de la Grèce antique jusqu'à l'époque actuelle. Ouais, alors attends, mec, déjà il faut qu'on définisse son sein. On va le faire. Bon, alors déjà, mec, il faut qu'on définisse ce qu'on entend par antiquité et de quelle zone géographique on parle. Ok, alors moi je pensais à l'époque d'Homère. 9e, 8e siècle avant notre ère, genre 800, 700 ans avant notre ère. Ok, bon, imaginons que vous fassiez une balade en forêt avec lui dans sa région d'enfance. Alors que vous profiteriez des paysages typiques de cette sortie en pleine nature, votre pote serait probablement en gros bad. Pour lui, cette balade aurait tout d'une randonnée dans une zone industrielle. L'environnement méditerranéen a énormément changé depuis 2500 ans et toute la région a été massivement déforestée pour le bois d'ouvrage ou le charbon, et elle a également subi un broutage intensif pendant des générations et des générations. Les anciennes forêts méditerranéennes ont été remplacées par des maquis ou des tapis d'herbes sèches. Et pourtant, vos perceptions à l'instant T ne vous ont pas renseigné sur les changements incroyables qui ont eu lieu dans cet environnement depuis 2500 ans. Ouais, c'est vrai que quand on pense à l'environnement des Grecs anciens, on a l'impression que c'était genre un peu comme aujourd'hui, mais avec plus de marbre, et des toges, et des guets. Du gros marbre bien Du gros dur. marbre bien dur. Oui, alors que bon, en fait, tout le pourtour de la Méditerranée était complètement différent écologiquement dans la Grèce antique. Oh, on pourrait même imaginer que notre grec, il vienne du Péloponnèse, tu vois. Parce qu'en fait, le lion Némée, il vient de Némée. Et ça, tu vois, c'est vers Corinthe, c'est dans le Péloponnèse en Grèce. Et donc, c'est un animal très spécial, c'est un animal mythologique qui avait une peau tellement dure qu'aucune lame pouvait le transpercer. Donc, Héraclès, il a été obligé de l'étrangler à main nue, pépouze. Alors, un lion mythologique dans un endroit où il y avait vraiment des vrais lions? Ouais. Coïncidence? Peut-être Je ne pas. pense pas. Bref, cette expérience de pensée illustre un phénomène très important pour la conservation des écosystèmes, le déplacement de la ligne de référence, aussi nommé l'amnésie générationnelle. Pour le dire autrement, pour savoir si un écosystème est en bonne santé, nous prenons un état précédent de l'écosystème, considéré comme bon, et nous le comparons à l'état actuel. En faisant cela, on oublie en permanence ce à quoi ressemblaient vraiment les écosystèmes d'origine, en tout cas ce à quoi ils ressemblaient avant qu'on les explose complètement. Le biologiste français Daniel Paoli a étudié les effets de cette amnésie générationnelle sur la perception des stocks de poissons par les pêcheurs. Les pêcheurs d'une génération donnée vont par exemple considérer comme normal le stock de poissons qui existe au moment où ils commencent leur carrière, et ils vont interpréter la diminution du stock par rapport à cet état normal. Le problème, c'est que lorsqu'ils entreprendront des mesures de conservation pour reconstruire les stocks de poissons, ce sera pour retourner à cet état normal pour eux, en oubliant complètement qu'en fait les stocks de poissons se font détruire depuis des centaines d'années. Ce phénomène de déplacement de la référence a été étudié expérimentalement en 2008 et il s'applique dans de très nombreux domaines comme le prix des biens de consommation, la biodiversité, le climat, l'état des écosystèmes, etc., etc. Le vrai problème au final, c'est la perte d'informations sur l'état ancien des écosystèmes et ce n'est pas toujours facile de reconstituer ce à quoi ils ressemblaient au départ. Il existe de nombreuses méthodes pour reconstituer les écosystèmes anciens, comme l'étude des charbons ou des pollens archéologiques, mais si je suis avec Manon aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi le faire avec l'étude des œuvres antiques. Et oui, effectivement, si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a plein de sources anciennes qui parlent de la présence du lion dans la Grèce ancienne ou dans tout le bassin de la mer Égée. Et du coup, il y a des sources écrites et des sources iconographiques, c'est-à-dire des images ou des représentations. Parmi les sources anciennes qui parlent du lion, on a THE référence de toute l'Antiquité, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui sont donc les récits qui racontent la guerre de Troie et le retour d'Ulysse
Héraclès après la guerre de Troie. Et dans l'Iliade et l'Odyssée, Homère fait souvent des comparaisons entre les guerriers et les attitudes des lions pour mettre en avant la force, le courage, etc. Bon, je précise juste qu'Homère, on n'est pas trop sûr de qui c'était, s'il a vraiment existé, si c'était pas plusieurs personnes. Mais en tout cas, on sait que ces récits, ils ont été fixés à l'écrit autour du 9e, 8e siècle avant notre ère. Donc en tout cas, ça peut nous donner une idée de comment les gens voyaient le lion à l'époque. Bon, après les sources historiques, c'est vrai qu'il faut toujours les prendre avec un esprit critique. Du coup, Léo, tu vas me dire ce que t'en penses. Chez Homère, un truc qui revient beaucoup, c'est le fait que le lion, il vit dans la montagne. Et même le lion de Némée, d'ailleurs, c'était le cas. C'était aussi un lion qui vivait dans une grotte dans la montagne. Et du coup, genre, le lion dans la montagne, c'est un autre quoi, non? C'est dans la savane, un lion. Alors ça semble venir d'une observation et c'est probablement véridique. Il y a deux arguments à ça. Le premier, c'est qu'au départ, les lions étaient probablement répandus un peu partout en Grèce ancienne et qu'ils se sont ensuite fait repousser dans des zones refuges. Et en général, les zones refuges, c'est des montagnes. On a un exemple récent de ça, c'est avec les lions de l'Atlas. Les lions de l'Atlas étaient probablement au départ répandus dans tout le Maroc et juste avant que l'espèce ne disparaisse, on ne les retrouvait plus que dans les vallées paumées du massif marocain, le massif de l'Atlas. Du coup, on peut se dire que ça marchait peut-être pareil pour les lions de la Grèce antique. Le deuxième argument, c'est qu'il devait y avoir pas mal de rencontres entre les éleveurs de bétail et les lions qui devaient bouffer le bétail. Du coup, il devait y avoir suffisamment d'observations pour que Homère puisse en fait les retranscrire dans l'Iliade et l'Odyssée. Ah ouais, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a souvent des passages où il est question des lions qui attaquent le bétail des hommes, genre principalement les bœufs et les taureaux. Et même des fois, Homère, il dit que le lion, il a tellement faim que du coup, il bouffe tout, genre tout, genre même les entrailles et les os. Genre le lion, il peut manger les os. Non, ça c'est clairement une exagération de l'auteur parce que pour manger les os, il faut avoir une dentition spéciale et les lions n'ont pas cette dentition-là. Par contre, les attaques de bétail et d'humains, ça arrive et encore aujourd'hui en fait. Donc oui, c'est cohérent. Et Homère dit parfois que le lion peut manger des cadavres. Genre, il compare Ménélas qui voit son adversaire Paris à un lion qui est trop content parce qu'il a trouvé un gros cadavre. Mais le lion, c'est pas une hyène. Genre, dans le Roi Lion, on sait très bien que c'est les hyènes qui bouffent les cadavres et les lions pas des cadavres. Alors là, en fait, pour le coup, les Grecs, ils ont encore raison. Le cliché de le lion il chasse et la hyène est charognarde, et ben c'est un cliché, c'est faux. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les lions, ils font presque la moitié de leur repas sur des trucs opportunistes. Genre, ils vont bouffer un cadavre qui s'est fait attaquer par un autre animal, ou ils vont bouffer un truc qui est déjà mort, qui traînait, voilà. Le Roi Lion nous a menti. Le Roi Lion t'a menti. Et Homère, des fois, il décrit aussi comment le lion tue sa proie. Genre, par exemple, il parle d'Agamemnon, encore un guerrier, et il compare Agamemnon à un lion qui attaque un troupeau de vaches quand il poursuit ses ennemis. Donc Homère, par exemple, il dit que le lion, d'abord, il brise le col de sa proie et ensuite il lui lave le sang et les entrailles. Alors encore une fois, c'est assez correct parce qu'en fait la façon de tuer des lions c'est en général par étranglement, donc ils saisissent le cou de la proie avec leur mâchoire et ils l'étranglent, et ils commencent souvent par bouffer d'abord les organes internes comme les poumons ou le foie parce que c'est les trucs qui sont les plus riches et les plus faciles à digérer. Donc là encore une fois, on pourrait se dire que finalement les Grecs ils ont dû observer pas mal de lions en train de bouffer du bétail avec genre la moitié du corps à l'intérieur de l'animal, tu sais, en train de manger tout ce qu'il y a à l'intérieur quoi. Et c'est dégueu. Et c'est cool! C'est dégueu. Bon, il faut quand même rappeler que ça, c'est une source littéraire, tu vois, genre. Bon, il faut quand même rappeler que ça, c'est une source littéraire. Du coup, le lion, c'est quand même une image pour glorifier les guerriers. C'est pas forcément du tout fait dans un souci de réalisme. Et du coup, je sors les sources anciennes qui ne sont pas de fiction. Et là aussi, on a plein de témoignages qui parlent du lion. Alors notamment il y a Hérodote qui est un petit peu considéré comme le père de l'histoire, hein. Rien que ça, qui a écrit au 5e siècle avant notre ère, et lui il dit que le lion se trouvait entre la rivière Achelous et la rivière du Nestos. Ça colle avec ce que t'as? Ouais, alors j'ai regardé un petit peu et en fait la zone entre la rivière Achelous et Nestos, c'est une région de la Grèce continentale qui est montagneuse. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les lions se réfugiaient dans les zones de montagne, ça colle. Et ben tu vois par contre, Dion Chrysostome qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, donc à peu près 700 ans après Hérodote, lui dit qu'à son époque il y avait déjà plus de lions. Genre c'était fini là cette période. Alors faut quand même rester un peu prudent parce qu'on n'a pas des masses de sources archéologiques, mais ceci dit, si les lions étaient déjà dans des zones refuges à l'époque d'Hérodote, 700 ans plus tard, tu peux imaginer qu'ils aient fini par disparaître complètement avec la chasse, tout ça quoi. Et après si on revient un peu en arrière, on a Aristote, donc le philosophe du 4e siècle avant notre ère, qui a étudié les animaux et notamment il a consacré une petite partie au lion. Et par exemple il dit que le lion urine et s'accouple par derrière. Yep. Tu confirmes? Ça veut dire quoi en fait? Tu peux expliquer? Je le mime. C'est parti. Ça veut dire quoi? Il dit aussi que souvent la lionne n'a que 2 lionceaux, mais ça peut aller aussi de 1 à 6. Ouais, c'est ça, 1 à 6. Et il a dit aussi que les petits naissaient faibles et qu'en général ils pouvaient pas marcher avant 2 mois. Non, ils peuvent marcher à 15 jours. Bref, les Grecs ont laissé plein de témoignages de leur rencontre avec les lions. Ce qui est intéressant et qu'il faut retenir, c'est que les témoignages anciens peuvent nous renseigner sur les états écologiques anciens aussi. Et donc, pour faire de l'écologie,
On a besoin d'historiens. Allez! Et ouais, et ça se limite pas juste à la présence ou non d'une espèce dans les anciens temps, comme juste avec le lion, mais sur plein de trucs comme le climat, sur la diversité biologique, l'état des écosystèmes, la déforestation, etc., etc. Et sans ces sources historiques, on serait incapable de connaître les états écologiques précédents. Et du coup, quand on veut essayer de les réparer, parce qu'on veut faire de la conservation, eh ben on prendrait de mauvais états de référence en essayant de retaper un écosystème à un état qui est en fait moyenne santé, tu vois. Ouais, non mais mec, c'est pas parce qu'on connaît l'état écologique précédent qu'on a forcément envie d'y retourner. Je veux dire, les Grecs, ils ont peut-être pas trop envie de remettre le lion, tu vois, je sais pas. Bon, ça, c'est une vraie question, et c'est pas parce qu'on connaît l'état précédent d'un écosystème qu'on a forcément envie d'y retourner. Au final, cette réflexion rejoint un peu celle de l'épisode sur la nature qui se rebellerait, où j'avais essayé de vous montrer que la nature et la culture n'étaient plus deux entités dichotomiques, qui sont séparées et qu'il faut penser de façon séparée, mais plutôt un espèce de continuum, et que, quelque part, comme nous modelons les écosystèmes depuis des milliers d'années, ce serait un peu dommage de nier la part culturelle des écosystèmes. Donc, est-ce qu'il faut réintroduire le lion ou pas en Grèce? C'est une question compliquée et on en parlera peut-être dans un prochain épisode. En attendant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin d'historiens pour faire de la bonne écologie et ça c'est cool. C'est cool! Et ça c'est cool. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager un maximum, mais surtout, allez voir la chaîne de Manon, ça s'appelle C'est une autre histoire. C'est une chaîne qui parle d'histoire, mais pas que. Elle fait aussi des trucs sur les villes comme Toulouse, Paris, vous allez apprendre plein de trucs. C'est monté un petit peu à la façon dont on a monté cet épisode, à l'arrache totale, mais c'est cool, c'est vraiment cool. C'est une des meilleures chaînes YouTube de vulgarisation actuellement. C'est une chaîne incroyable. Mais vraiment, ça vaut le coup d'œil et n'hésitez pas à la partager à un maximum de monde autour de vous. Elle a également produit une vidéo spéciale sur Héraclès avec sa peau de lion et le lion de Némée. C'est l'autre pendant de cette vidéo-là que vous venez de regarder, donc ça peut vous intéresser. Avec un invité aussi spécial d'ailleurs, invité de type Léo Grasset. Je voudrais aussi tout particulièrement remercier Otam pour la musique qu'il a fait pour cet épisode. Ce qu'il fait est trop bien, il faut absolument aller voir ça sur son SoundCloud ou sur Facebook. N'hésitez pas à aller écouter, c'est du très lourd, c'est du bon trip-hop et c'est de la balle. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, eh ben, portez-vous bien et on se fait plein de bisous, bye bye. Hey, on a caché un bouton vers un lien secret. Si tu cliques dessus, ça conduit vers une vidéo bonus. C'est trop cool, tu peux le chercher quelque part dans la vidéo. Et si tu le trouves pas, il y a un indice. Il existe de nombreuses méthodes pour reconstituer les écosystèmes anciens, comme l'étude des charbons ou des pollens archéologiques, mais si je suis avec Manon aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi le faire avec l'étude des œuvres antiques. Et oui, effectivement, si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a plein de sources anciennes qui parlent de la présence du lion dans la Grèce ancienne ou dans tout le bassin de la mer Égée. Et du coup, il y a des sources écrites et des sources iconographiques, c'est-à-dire des images ou des représentations. Parmi les sources anciennes qui parlent du lion, on a THE référence de toute l'Antiquité, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère qui sont donc les récits qui racontent la guerre de Troie et le retour d'Ulysse après la guerre de Troie. Et dans l'Iliade et l'Odyssée, Homère fait souvent des comparaisons entre les guerriers et les attitudes des lions pour mettre en avant la force, le courage, etc. Bon, je précise juste qu'Homère, on n'est pas trop sûr de qui c'était, s'il a vraiment existé, si c'était pas plusieurs personnes. Mais en tout cas, on sait que ces récits, ils ont été fixés à l'écrit autour du 9e, 8e siècle avant notre ère. Donc en tout cas, ça peut nous donner une idée de comment les gens voyaient le lion à l'époque. Bon, après les sources historiques, c'est vrai qu'il faut toujours les prendre avec un esprit critique. Du coup, Léo, tu vas me dire ce que t'en penses. Chez Homère, un truc qui revient beaucoup, c'est le fait que le lion, il vit dans la montagne. Et même le lion de Némée, d'ailleurs, c'était le cas. C'était aussi un lion qui vivait dans une grotte dans la montagne. Et du coup, genre, le lion dans la montagne, c'est un quoi, non? C'est dans la savane, un lion. Alors ça semble venir d'une observation et c'est probablement véridique. Il y a deux arguments à ça. Le premier, c'est qu'au départ, les lions étaient probablement répandus un peu partout en Grèce ancienne et qu'ils se sont ensuite fait repousser dans des zones refuges. Et en général, les zones refuges, c'est des montagnes. On a un exemple récent de ça, c'est avec les lions de l'Atlas. Les lions de l'Atlas étaient probablement au départ répandus dans tout le Maroc et juste avant que l'espèce ne disparaisse, on ne les retrouvait plus que dans les vallées paumées du massif marocain, le massif de l'Atlas. Du coup, on peut se dire que ça marchait peut-être pareil pour les lions de la Grèce antique. Le deuxième argument, c'est qu'il devait y avoir pas mal de rencontres entre les éleveurs de bétail et les lions qui devaient bouffer le bétail. Du coup, il devait y avoir suffisamment d'observations pour que Homère puisse en fait les retranscrire dans l'Iliade et l'Odyssée.
Ah ouais, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a souvent des passages où il est question des lions qui attaquent le bétail des hommes, genre principalement les bœufs et les taureaux. Et même des fois, Homer, il dit que le lion, il a tellement faim que du coup, il bouffe tout, genre tout, genre même les entrailles et les os. Genre le lion, il peut manger les os. Non, ça c'est clairement une exagération de l'auteur parce que pour manger les os, il faut avoir une dentition spéciale et les lions n'ont pas cette dentition là. Par contre, les attaques de bétail et d'humains, ça arrive et encore aujourd'hui en fait. Donc oui, c'est cohérent. Et Homer dit parfois que le lion peut manger des cadavres. Genre, il compare Ménélas qui voit son adversaire Paris à un lion qui est trop content parce qu'il a trouvé un gros cadavre. Mais le lion, c'est pas une hyène. Genre, dans le Roi Lion, on sait très bien que c'est les hyènes qui bouffent les cadavres et les lions pas les cadavres. Alors là, en fait, pour le coup, les Grecs, ils ont encore raison. Le cliché de le lion il chasse et la hyène est charognarde, et ben c'est un cliché, c'est faux. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les lions, ils font presque la moitié de leur repas sur des trucs opportunistes. Genre, ils vont bouffer un cadavre qui s'est fait attaquer par un autre animal, ou ils vont bouffer un truc qui est déjà mort, qui traînait, voilà. Le Roi Lion nous a menti. Le Roi Lion t'a menti! Et Homer, des fois, il décrit aussi comment le lion tue sa proie. Genre, par exemple, il parle d'Agamemnon, encore un guerrier, et il compare Agamemnon à un lion qui attaque un troupeau de vaches quand il poursuit ses ennemis. Donc Homer, par exemple, il dit que le lion, d'abord, il brise le col de sa proie. Ils sont pas renseignés sur les changements incroyables qui ont eu lieu dans cet environnement depuis 2500 ans. Ouais, c'est vrai que quand on pense à l'environnement des Grecs anciens, on a l'impression que c'était genre un peu comme aujourd'hui, mais avec plus de marbre, et des toges, et des guets. Du gros marbre bien Du gros marbre bien dur. Oui, alors que bon, en fait, tout le pourtour de la Méditerranée était complètement différent écologiquement dans la Grèce antique. Oh, on pourrait même imaginer que notre grec, il vienne du Péloponnèse, tu vois. Parce qu'en fait, le lion Némée, il vient de Némée. Et ça, tu vois, c'est vers Corinthe, dans le Péloponnèse en Grèce. Et donc, c'est un animal très spécial, c'est un animal mythologique qui avait une peau tellement dure qu'aucune lame pouvait le transpercer. Donc, Héraclès, il a été obligé de l'étrangler à main nue, pépouze. Alors, un lion mythologique dans un endroit où il y avait vraiment des vrais lions? Ouais. Coïncidence? Peut-être Je pas. ne pense pas. Bref, cette expérience de pensée illustre un phénomène très important pour la conservation des écosystèmes, le déplacement de la ligne de référence, aussi nommé l'amnésie générationnelle. Pour le dire autrement, pour savoir si un écosystème est en bonne santé, nous prenons un état précédent de l'écosystème, considéré comme bon, et nous le comparons à l'état actuel. En faisant cela, on oublie en permanence ce à quoi ressemblaient vraiment les écosystèmes d'origine, en tout cas ce à quoi ils ressemblaient avant qu'on les explose complètement. Le biologiste français Daniel Paoli a étudié les effets de cette amnésie générationnelle sur la perception des stocks de poissons par les pêcheurs. Les pêcheurs d'une génération donnée vont par exemple considérer comme normal le stock de poissons qui existe au moment où ils commencent leur carrière, et ils vont interpréter la diminution du stock par rapport à cet état normal. Le problème, c'est que lorsqu'ils entreprendront des mesures de conservation pour reconstruire les stocks de poissons, ce sera pour retourner à cet état normal pour eux, en oubliant complètement qu'en fait les stocks de poissons se font détruire depuis des centaines d'années. Ce phénomène de déplacement de la référence a été étudié expérimentalement en 2008 et il s'applique dans de très nombreux domaines comme le prix des biens de consommation, la biodiversité, le climat, l'état des écosystèmes, etc., etc. Le vrai problème au final, c'est la perte d'informations sur l'état ancien des écosystèmes et ce n'est pas toujours facile de reconstituer ce à quoi ils ressemblaient au départ. Il existe de nombreuses méthodes pour reconstituer les écosystèmes anciens, comme l'étude des charbons ou des pollens archéologiques, mais si je suis avec Manon aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi le faire avec l'étude des œuvres antiques. Et oui, effectivement, si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a plein de sources anciennes qui parlent de la présence du lion dans la Grèce ancienne ou dans tout le bassin de la mer Égée. Et du coup, il y a des sources écrites et des sources iconographiques, c'est-à-dire des images ou des représentations. Parmi les sources anciennes qui parlent du lion, on a THE référence de toute l'Antiquité, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui sont donc les récits qui racontent la guerre de Troie et le retour d'Ulysse après la guerre de Troie. Et dans l'Iliade et l'Odyssée, Homère fait souvent des comparaisons entre les guerriers et les attitudes des lions pour mettre en avant la force, le courage, etc. Bon, je précise juste qu'Homère, on n'est pas trop sûr de qui c'était, s'il a vraiment existé, si c'était pas plusieurs personnes. Mais en tout cas, on sait que ces récits, ils ont été fixés à l'écrit autour du 9e, 8e siècle avant notre ère. Donc en tout cas, ça peut nous donner une idée de comment les gens voyaient le lion à l'époque. Bon, après les sources historiques, c'est vrai qu'il faut toujours les prendre avec un esprit critique. Du coup, Léo, tu vas me dire ce que t'en penses. Chez Homère, un truc qui revient beaucoup, c'est le fait que le lion, il vit dans la montagne. Et même le lion de Némée, d'ailleurs, c'était le cas. C'était aussi un lion qui vivait dans une grotte dans la montagne. Et du coup, genre, le lion dans la montagne, c'est un endroit, non? C'est dans la savane, un lion. Alors ça semble venir d'une observation et c'est probablement véridique. Il y a deux arguments à ça. Le premier, c'est qu'au départ, les lions étaient probablement répandus un peu partout en Grèce ancienne,
et qu'ils se sont ensuite fait repousser dans des zones refuges. Et en général, les zones refuges, c'est des montagnes. On a un exemple récent de ça, c'est avec les lions de l'Atlas. Les lions de l'Atlas étaient probablement au départ répandus dans tout le Maroc, et juste avant que l'espèce ne disparaisse, on ne les retrouvait plus que dans les vallées paumées du massif marocain, le massif de l'Atlas. Du coup, on peut se dire que ça marchait peut-être pareil pour les lions de la Grèce antique. Le deuxième argument, c'est qu'il devait y avoir pas mal de rencontres entre les éleveurs de bétail et les lions qui devaient bouffer le bétail. Du coup, il devait y avoir suffisamment d'observations pour que Homère puisse en fait les retranscrire dans l'Iliade et l'Odyssée. Ah ouais, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a souvent des passages où il est question des lions qui attaquent le bétail des hommes, genre principalement les bœufs et les taureaux. Et même des fois, Homère, il dit que le lion, il a tellement faim que du coup, il bouffe tout, genre tout, genre même les entrailles et les os. Genre le lion, il peut manger les os. Non, ça c'est clairement une exagération de l'auteur parce que pour manger les os, il faut avoir une dentition spéciale et les lions n'ont pas cette dentition-là. Par contre, les attaques de bétail et d'humains, ça arrive et encore aujourd'hui en fait. Donc oui, c'est cohérent. Et Homère dit parfois que le lion peut manger des cadavres. Genre, il compare Ménélas qui voit son adversaire Paris à un lion qui est trop content parce qu'il a trouvé un gros cadavre. Mais le lion, c'est pas une hyène. Genre, dans le Roi Lion, on sait très bien que c'est les hyènes qui bouffent les cadavres et les lions pas les cadavres. Alors là, en fait, pour le coup, les Grecs, ils ont encore raison. Le cliché de le lion il chasse et la hyène est charognarde, et ben c'est un cliché. C'est faux. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les lions, ils font presque la moitié de leur repas sur des trucs opportunistes. Genre, ils vont bouffer un cadavre qui s'est fait attaquer par un autre animal, ou ils vont bouffer un truc qui est déjà mort, qui traînait, voilà. Le Roi Lion nous a menti. Le Roi Lion t'a menti! Et Homère, des fois, il décrit aussi comment le lion tue sa proie. Genre, par exemple, il parle d'Agamemnon, encore un guerrier, et il compare Agamemnon à un lion qui attaque un troupeau de vaches quand il poursuit ses ennemis. Donc Homère, par exemple, il dit que le lion, d'abord, il brise le col de sa proie, et ensuite, il lui lave le sang et les entrailles. Alors encore une fois, c'est assez correct, parce qu'en fait, la façon de tuer des lions, c'est en général par étranglement, donc ils saisissent le cou de la proie avec leur mâchoire et ils l'étranglent. Et ils commencent souvent par bouffer d'abord les organes internes, comme les poumons ou le foie, parce que c'est les trucs qui sont les plus riches et les plus faciles à digérer. Donc là, encore une fois, on pourrait se dire que finalement, les Grecs, ils ont dû observer pas mal de lions en train de bouffer du bétail, avec genre la moitié du corps à l'intérieur de l'animal, tu sais, en train de manger tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Et c'est dégueu. Et c'est cool! C'est dégueu. Bon, il faut quand même rappeler que ça, c'est une source littéraire, tu vois, genre. Bon, il faut quand même rappeler que ça, c'est une source littéraire. Du coup, le lion, c'est quand même une image pour glorifier les guerriers. C'est pas forcément du tout fait dans un souci de réalisme. Et du coup, je sors les sources anciennes qui ne sont pas de fiction. Et là aussi, on a plein de témoignages qui parlent du lion.